Je me suis réveillée à 3 heures du matin avec une envie pressante d'aller aux toilettes. Lorsque j'ai voulu retourner dans ma chambre, j'ai découvert que la porte était verrouillée de l'intérieur. J'ai frappé doucement, pensant que Julien avait tourné le verrou par inadvertance, peut-être par distraction. Élodie a ouvert juste un entrebâillement et a dit d'une voix très forte pour que tous les voisins entendent « Cette maison est à nous maintenant, Thérèse. Tu vas devoir t'habituer à dormir dans le salon. » Madame Colette, qui habite la maison d'à côté, a allumé la lumière de son porche en entendant le vacarme. Monsieur Bernard, de l'autre côté, a ouvert sa fenêtre pour voir ce qui se passait. J'étais là, en chemise de nuit, pieds nus, debout dans le couloir de ma propre maison. Le soleil ne s'était même pas encore levé. Je sentais le froid du carrelage remonter le long de mes jambes et me glacer les os. Élodie m'a claqué la porte au nez. J'ai entendu le bruit de la clé tourner 2 fois dans la serrure. Julien n'a pas dit un seul mot. Il n'a même pas ouvert la bouche pour me défendre. Je suis restée là, immobile, pétrifiée, à fixer cette porte en bois que j'avais moi-même poncée et vernie il y a 5 ans. J'ai fait tout mon possible pour ne pas pleurer. Je ne voulais pas leur donner ce plaisir, pas à ce moment-là. Vous savez, quand vous réalisez que tout ce que vous avez fait dans votre vie n'a servi absolument à rien, que cette personne que vous avez élevée, que vous avez nourrie, que vous avez habillée avec tant de sacrifices, est devenue un parfait étranger. J'ai travaillé 30 ans sans relâche comme couturière et femme de ménage pour pouvoir payer cette maison, pierre par pierre. J'ai perdu le compte de combien de nuits je me suis couchée avec un mal de dos insupportable juste pour ne pas retarder le paiement d'une seule échéance. Ce qu'Élodie et Julien ne savaient pas, c'est que j'avais gardé chaque reçu, chaque facture, chaque bout de papier concernant cette maison. Et 3 mois plus tard, quand ils ont reçu la convocation judiciaire, l'expression sur leur visage a complètement changé. Mais laissez-moi revenir au tout début. Vous devez comprendre comment j'ai fini debout dans ce couloir glacial cette nuit-là. Je suis veuve depuis 8 ans maintenant. Henri a eu une crise cardiaque foudroyante alors qu'il attendait le bus pour aller travailler. C'est arrivé un matin, un jour ordinaire. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir comme il le méritait. Nous sommes restés seuls, Julien et moi. Il avait 30 ans à l'époque, il était déjà diplômé et travaillait dans un bureau en centre-ville. Mais la maison était toujours à mon nom, car c'est mon travail et ma sueur qui l'ont payé. J'ai commencé à coudre quand j'avais à peine 14 ans. Je travaillais chez les dames bourgeoises du quartier, reprisant des vêtements, faisant des ourlets de pantalons, ajustant des robes de soirée. Quand Julien est né, j'ai commencé à faire des ménages aussi pour arrondir les fins de mois. Je travaillais de 7 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir, du lundi au samedi, sans repos. Henri aidait comme il pouvait, mais son salaire suffisait à peine pour les dépenses courantes. La maison, c'est moi qui l'ai achetée. Mensualité après mensualité. 30 ans à payer religieusement. Je me souviens d'arriver à la maison avec les mains enflées, les genoux qui lançaient de douleur, et de voir Julien tout petit qui m'attendait à la porte avec un sourire. Je lui souriais en retour. Je cachais toute ma fatigue. Je préparais le dîner, je l'aidais avec ses devoirs d'école, et ensuite je me mettais à coudre jusqu'à minuit pour livrer les commandes le lendemain. Quand il a voulu aller à l'université, je la lui ai payée. J'ai vendu l'ancienne machine à coudre qui avait appartenu à ma mère pour payer les frais d'inscription du 1er semestre. Ensuite, j'ai continué à payer mois après mois. Je n'ai jamais manqué un paiement. Julien a obtenu son diplôme. Il a trouvé un bon emploi. Je me sentais la mère la plus fière du monde. J'ai pensé, cela en valait la peine. Chaque sacrifice. Il aura une vie bien meilleure que la mienne. J'ai rénové toute la maison en pensant y vieillir tranquillement. J'ai peint les murs, j'ai changé le carrelage de la cuisine, j'ai fait réparer la toiture. J'ai dépensé toutes les économies que j'avais de côté. Ça m'était égal. C'était mon endroit, mon refuge dans ce monde. Julien a rencontré Élodie au travail. Ils sont sortis ensemble pendant 1 an, et puis ils se sont mariés. Elle semblait être une jeune femme bien élevée au début. Elle souriait toujours, m'appelait « belle-maman », apportait des gâteaux quand elle venait en visite le dimanche. Quand ils se sont mariés, Julien m'a demandé s'il pouvait vivre avec moi pendant un certain temps. Il a dit que ce serait juste le temps qu'ils mettent de l'argent de côté pour acheter leur propre appartement. J'ai dit oui. Bien sûr que oui. C'était mon fils. La maison était grande.
Il y avait de la place pour tout le monde. Au début, c'était tranquille. Élodie aidait à la cuisine parfois. Nous discutions pendant que je cousais dans le salon. Elle me posait des questions sur ma vie, sur les vieilles histoires de famille. Elle semblait sincèrement intéressée. Mais après environ 3 mois, les choses ont commencé à changer. C'étaient de petites choses au début. Elle a commencé à suggérer de changer les rideaux du salon parce qu'ils étaient démodés, de changer le canapé, de peindre ma chambre d'une autre couleur plus moderne. Je ne m'en suis pas formalisée au début. Je pensais que c'était juste l'enthousiasme d'une jeune femme qui voulait arranger la maison où elle vivait. Mais ensuite, elle a commencé à toucher à mes affaires. Elle réorganisait les placards de la cuisine sans me demander mon avis. Elle déplaçait les meubles quand je sortais faire le marché. Une fois, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé la bibliothèque du salon sur le mur opposé. Mes livres, mes photos, mes souvenirs, tout était empilé par terre n'importe comment. Élodie a dit que c'était mieux comme ça, que ça donnait un air plus spacieux. Elle a dit que la maison avait besoin d'un coup de jeune, d'un air plus frais. Julien ne disait rien. Il restait juste silencieux, regardant ailleurs. J'ai essayé de lui en parler une fois. Il m'a dit que c'était des bêtises, qu'Élodie voulait juste aider, que j'exagérais la situation. J'ai laissé tomber. J'ai pensé que ça passerait, que c'était juste une phase d'adaptation à la vie commune. Mais ça n'est pas passé. Élodie a commencé à me parler d'une manière différente. Ce n'était pas de l'impolitesse ouverte. C'était pire. C'était ce ton de voix qu'on utilise avec les enfants en bas âge, ou avec les gens qui ne comprennent plus rien. Je préparais le café un matin quand elle est entrée dans la cuisine et a dit « Laisse-moi faire, Thérèse. Tu le fais toujours trop léger. On dirait de l'eau de vaisselle. » Elle m'a pris la tasse des mains et a refait le café depuis le début. Julien était assis à table, les yeux rivés sur son téléphone. Il n'a même pas levé la tête pour me regarder. Ensuite, ce fut la nourriture. Je cuisinais pour ma famille depuis toujours. Élodie a commencé à dire que ma cuisine était trop salée, que j'utilisais trop de beurre et d'huile. Elle a dit qu'elle cuisinerait dorénavant, pour le bien de tous. Je me suis sentie humiliée, mais j'ai laissé faire. Un jour, je suis rentrée du marché et j'ai trouvé la boîte en bois de mon père dans la poubelle. C'était une petite boîte sculptée à la main où je gardais mes fils à coudre, des boutons anciens et des aiguilles spéciales. Mon père avait fabriqué cette boîte de ses propres mains il y a des décennies. J'ai demandé à Élodie ce que cela signifiait. Elle m'a dit que c'était une vieillerie inutile et que ça ne faisait qu'encombrer l'espace, que je devais apprendre à me débarrasser des choses. Elle a dit qu'une maison rangée est une maison heureuse. J'ai sorti la boîte de la poubelle avec soin. Je l'ai nettoyée avec un chiffon, je l'ai cachée au fond de mon armoire. J'ai senti ma poitrine se serrer. Mais je n'ai rien dit pour ne pas créer d'histoire. Les humiliations ont empiré jour après jour. Élodie a commencé à m'exclure des activités. Ils organisèrent des sorties et ne me prévenaient pas. Je l'apprenais après coup, quand je voyais les photos publiées sur le téléphone de Julien. Une fois, ils ont emmené les enfants de sa sœur au zoo. J'adore les enfants. J'emmenais toujours Julien dans tous les parcs quand il était petit. Ils ne m'ont même pas invité. J'ai demandé à Julien « Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu ?» Il m'a dit que j'allais être trop fatiguée à force de marcher, que c'était mieux que je reste me reposer à la maison, que j'avais un certain âge maintenant. J'avais 70 ans, pas 90. Je marchais tous les jours. Je faisais les courses toute seule en portant les sacs. Je n'avais pas besoin de canne. Je n'avais besoin de l'aide de personne. Mais à la façon dont il l'a dit, on aurait dit que j'étais un fardeau pour eux. Le pire, ce fut avec les petits-enfants, les neveux d'Élodie. La sœur d'Élodie avait 2 jeunes garçons. Ils venaient à la maison tout le temps. J'adorais quand ils venaient nous voir. Je leur faisais des gâteaux, je leur racontais des histoires, je les laissais faire la sieste dans mon grand lit. Un jour, Élodie a dit devant les enfants « Il vaut mieux que vous ne dormiez plus dans la chambre de mamie Thérèse. Elle ronfle trop fort. Vous n'arriverez pas à dormir. » Les enfants m'ont regardé avec pitié. J'ai fait semblant que ça ne me touchait pas. J'ai souri. J'ai dit qu'elle avait raison. Mais à l'intérieur, j'étais brisée. J'ai toujours été la grand-mère qui jouait, qui accueillait, qui donnait de l'affection. Maintenant, on m'avait transformée en la grand-mère qui ronfle, la grand-mère qui dérange. Il y a eu un dimanche où la famille d'Élodie est venue déjeuner. J'avais préparé un gratin dauphinois.
Élodie l'a goûté et a fait une grimace de dégoût. Devant tout le monde, elle a dit « C'est de la bouillie, Thérèse. Les pommes de terre sont trop cuites. La prochaine fois, laisse-moi faire. » Sa mère a ri. Sa sœur a gloussé. J'ai ravalé mes larmes. J'ai mangé en silence, les yeux fixés sur mon assiette. Julien ne m'a pas défendu. Il est resté à discuter football avec son beau-frère, comme si de rien n'était. C'est ce jour-là que j'ai décidé de commencer à noter. J'ai pris un vieux carnet que j'utilisais pour noter des recettes de cuisine. J'ai écrit la date en haut. J'ai écrit exactement ce qui s'était passé. La phrase blessante d'Élodie. Le silence complice de Julien. Les rires de sa famille. J'ai commencé à tout noter. Chaque humiliation. Chaque manque de respect. Date, heure. Ce qui avait été dit, qui était présent à ce moment-là. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire de ces informations. Mais quelque chose au fond de moi me disait « Note, garde tout ça. Un jour, tu en auras besoin. » Élodie a commencé à commander dans la maison comme si elle en était la maîtresse absolue. Elle changeait les choses sans consulter personne. Elle a jeté mes plantes en disant qu'elle attirait les moustiques. Elle a donné mon vieux fauteuil à Emmaüs sans me prévenir. Elle a dit qu'elle allait en acheter un neuf et moderne. Elle ne l'a jamais acheté. Je devenais invisible dans ma propre maison. Moi, qui avais peint chaque mur de mes mains. Moi, qui avais choisi chaque carreau du sol. Moi, qui avais payé chaque brique de cette structure. Et Julien continuait de se taire, laissant tout faire. C'est un samedi matin que Julien m'a appelé pour parler sérieusement. Il avait des papiers à la main. Élodie se tenait à côté de lui, les bras croisés. Il a dit « Maman, nous devons régulariser la documentation de la maison. Il y a des impôts en retard, la taxe foncière, que nous devons payer d'urgence. Je vais m'en occuper, mais j'ai besoin d'une procuration de ta part pour pouvoir aller à l'administration et régler ça. » Je lui ai demandé de quels impôts il s'agissait. Il m'a dit qu'il y avait des années impayées dont je n'étais pas au courant. Il a dit que si on ne payait pas rapidement, la mairie pouvait saisir la maison. J'ai eu très peur. Je n'ai jamais été en retard pour la taxe foncière de ma vie. J'ai toujours tout payé en temps et en heure, au centime près. Mais Julien était mon fils. Il avait fait des études. Il travaillait avec des papiers, avec des documents administratifs. Il comprenait ces choses bureaucratiques mieux que moi. Élodie restait silencieuse. Mais je sentais son regard peser sur moi. Ce regard froid de quelqu'un qui attend une réponse immédiate. Julien a apporté la procuration déjà rédigée. Il a dit qu'il suffisait de signer, qu'il allait tout résoudre, que je n'avais plus à m'inquiéter de rien. J'ai signé. Il a emporté le document pour faire certifier la signature le jour même. Il est revenu en disant que tout était en ordre, que dans quelques semaines, l'affaire serait réglée. Je me suis senti soulagé de ne pas perdre ma maison. 2 semaines ont passé. 3. 1 mois entier. J'ai demandé à Julien où en étaient les impôts. Il m'a dit que c'était en cours, que l'administration française est lente, que je n'avais pas besoin de demander tout le temps. Mais quelque chose ne tournait pas rond. J'avais un mauvais pressentiment. J'ai commencé à remarquer des choses étranges. Élodie parlait de la maison d'une manière différente. Elle disait « notre maison » tout le temps. Plus la maison de Thérèse. Ni même la maison de famille. C'était avec insistance « notre maison ». Julien aussi a changé. Il a commencé à parler de refaire entièrement la toiture, de changer toutes les fenêtres pour du double vitrage, de faire une extension dans le jardin. Je lui ai demandé d'où allait sortir tout cet argent. Il m'a dit qu'il allait demander un prêt bancaire. Un prêt sur ma maison, qui était déjà payé. Je suis allé à l'étude du notaire et au service de la publicité foncière. Je n'ai rien dit à personne. J'ai pris le bus tôt le matin et j'y suis allé seul. J'ai demandé à voir l'acte de propriété actualisé de la maison. La dame a mis 15 minutes à chercher dans le système. Elle est revenue avec le document imprimé. Je l'ai lu, je l'ai relu. Je l'ai lu une 3e fois parce que je ne pouvais pas y croire. La maison n'était plus à mon nom. Elle était au nom de Julien et d'Élodie, les deux. Ils apparaissaient comme les uniques propriétaires. Le transfert de propriété avait été fait 3 semaines auparavant, en utilisant la procuration que j'avais signée de bonne foi. J'ai senti mes jambes se dérober sous moi. La dame m'a demandé si je me sentais bien. J'ai dit oui, en mentant. J'ai demandé une copie certifiée du document.
J'ai payé. Je suis sortie de là en titubant. Dans le bus du retour, je tremblais sans pouvoir me contrôler. Ce n'était pas de froid, c'était de rage, de douleur profonde, de trahison. 30 ans à payer cette maison. 30 ans de dur labeur. De couture jusqu'à l'aube, de ménage chez les autres, de mal de dos chronique, de nuits sans sommeil à s'inquiéter des factures. Et mon propre fils m'avait volé. Il avait utilisé ma confiance de mère, il m'avait trompé de sang-froid. Quand je suis rentrée, ils étaient assis dans le salon. J'ai rangé le papier dans mon sac à main. Je n'ai rien dit. J'ai fait semblant que tout était normal. Je suis allée directement dans ma chambre. J'ai ouvert mon armoire. J'ai sorti la vieille boîte à chaussures où je gardais les documents anciens. Tous les reçus des mensualités de la maison, du premier au dernier. 30 ans de talons de chèques et de virements. J'ai mis l'acte notarié avec eux. J'ai pris le carnet où je notais les humiliations. J'ai écrit tout ce que je venais de découvrir. La date où Julien m'a demandé la procuration. La date exacte du transfert de propriété. Leur nom sur le document officiel. J'ai fermé la boîte avec un petit cadenas. Je l'ai cachée au fond de l'armoire, sous de vieilles couvertures. J'ai pris une grande inspiration. Maintenant, je connaissais la vérité. Maintenant, j'avais la preuve en main. Et j'allais l'utiliser. Élodie a dit qu'elle allait organiser un déjeuner pour fêter mes 70 ans. Je ne voulais pas. Mais elle a beaucoup insisté. Elle a dit qu'elle avait invité toute la famille, que ce serait quelque chose de spécial. Ce jour-là, je me suis levée tôt. J'ai voulu aider à mettre la table. Élodie ne m'a pas laissé faire. Elle a dit que c'était mon anniversaire, que mon devoir était de me reposer. Son ton de voix était trop mielleux, ce genre de douceur fausse qui donne la nausée. La famille a commencé à arriver. Ma sœur, tante Madeleine, les cousins éloignés, la famille d'Élodie, les voisins de toujours. La maison s'est remplie de monde. Tout le monde me saluait avec affection. Il me souhaitait bon anniversaire. Je souriais. Je remerciais pour les embrassades. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose de faux dans l'air. Je le pressentais. Élodie a servi le déjeuner. Elle a tenu à dire à voix haute qu'elle avait tout préparé toute seule, que cela lui avait donné beaucoup de travail, mais que c'était délicieux. Personne n'a mentionné que je faisais toujours le déjeuner du dimanche, que pendant 50 ans, j'ai cuisiné pour toute la famille avec amour. Après le repas, au moment du gâteau, Élodie a demandé le silence. Elle a tapé sur son verre avec une petite cuillère. Tout le monde a arrêté de parler et l'a regardée. Elle a commencé à faire un discours. Elle a dit que c'était un jour très spécial, que je méritais toute l'affection du monde, que j'avais été une mère merveilleuse pour Julien. J'ai regardé mon fils. Il était sérieux, le regard fixé sur le sol. Alors, Élodie a continué. Et comme nous aimons beaucoup Thérèse, nous avons décidé qu'il était temps pour elle de se reposer vraiment. Cette maison va subir une grande rénovation dans les mois à venir. Il y aura des gravats, du bruit, de la poussière. Ce n'est pas un environnement sûr pour une personne de son âge. Elle a fait une pause théâtrale. Elle a souri. Donc nous en avons discuté et nous avons pensé qu'il vaut mieux que madame aille vivre chez tante Madeleine pendant un certain temps. Ou peut-être même définitivement, n'est-ce pas? Tante Madeleine a cette chambre vide chez elle. Ce sera plus calme pour elle. Elle aura de la compagnie de son âge. Le silence dans la pièce fut immédiat et pesant. Ma sœur Madeleine a écarquillé les yeux. Elle ne savait rien de ce plan. Élodie a continué sans se démonter. Nous allons commencer à faire les cartons avec les affaires de madame la semaine prochaine. Nous trierons ce qu'on peut emporter et ce qu'on peut donner. Parce que l'espace chez tante Madeleine est petit, n'est-ce pas? J'ai regardé Julien pour chercher de l'aide. Il n'a pas levé la tête. Il est resté à triturer sa serviette, muet, lâche. La mère d'Élodie est intervenue. C'est vrai, Thérèse. Les personnes âgées ont besoin de soins. Et une rénovation, c'est dangereux. Élodie pense à ton bien-être. J'ai senti tous les regards posés sur moi. Ils attendaient ma réaction. Ils attendaient que je remercie. Ils attendaient que j'accepte mon sort. Je me suis levée de ma chaise très lentement. J'ai pris mon sac à main. Élodie a dit « Mais Thérèse, on n'a pas encore soufflé les bougies. Tu ne manges pas de gâteau ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai regardé Julien.
J'ai regardé cette table pleine de gens. Je n'ai pas dit un mot. J'ai traversé le salon la tête haute. Je suis sortie par la porte d'entrée. J'ai entendu le silence lourd que je laissais derrière moi. Tante Madeleine a couru derrière moi. Elle m'a attrapé le bras sur le trottoir. Elle m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit oui, que nous parlerions plus tard au calme. J'ai marché jusqu'à la maison de Madame Colette, ma voisine. J'ai frappé à sa porte. Elle a ouvert tout de suite. Elle a vu mon visage décomposé et m'a tiré à l'intérieur sans poser de questions. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Mais à ce moment-là, debout dans le salon de Madame Colette, j'ai pris une décision. Il n'allait pas me prendre ma maison. Il n'allait pas me jeter à la rue comme une vieille poubelle. J'allais me battre avec tout ce que j'avais. Je suis restée chez Madame Colette jusqu'à la tombée de la nuit. Elle a préparé du café chaud. Elle n'a pas posé de questions. Elle est juste restée à mes côtés, en silence. Je l'ai remerciée et je suis rentrée chez moi quand j'ai vu que les lumières du salon s'étaient éteintes. Je suis entrée doucement. La maison était plongée dans un silence total. Il y avait des restes de gâteaux sur la table, des verres sales dans l'évier. Personne n'avait absolument rien nettoyé. Je suis allée dans ma chambre. J'ai fermé la porte à clé. Je me suis assise sur le lit et j'ai laissé tout sortir. J'ai pleuré. J'ai pleuré tout ce que j'avais retenu pendant la journée entière. J'ai pleuré pour l'humiliation publique devant ma famille. J'ai pleuré pour le silence complice de Julien. J'ai pleuré pour la maison que j'ai payée de ma vie et qu'il voulait maintenant m'arracher. J'ai pleuré pour la Thérèse d'il y a 30 ans qui travaillait du matin au soir en croyant construire un avenir sûr et digne. Je suis restée 2 jours enfermée dans ma chambre. Je ne sortais que pour aller aux toilettes. Je ne mangeais pas. Je ne parlais à personne. Julien a frappé à la porte une fois. Il a demandé si j'allais bien. Je n'ai pas répondu. Il est parti. Le 3e jour, je me suis réveillée différente. La douleur était toujours là. Mais elle s'était transformée en autre chose. Elle s'était transformée en colère. Une colère propre et froide. Une colère qui organise l'esprit. Une colère qui pousse à agir. Je me suis levée du lit. J'ai pris une douche. Je me suis habillée. J'ai ouvert l'armoire. J'ai sorti la boîte à chaussures. Je l'ai posée sur le lit. Je l'ai ouverte. C'était 30 ans d'histoire documentaire. Des reçus jaunis par le temps, des preuves de paiement, des factures de matériaux de construction. Chaque brique de cette maison était représentée là. J'ai commencé à tout trier et classer. J'ai organisé par année. Par type de dépenses. Les échéances du terrain, la construction initiale, les rénovations, l'extension, la réfection de la toiture. J'avais les reçus de tout. J'ai toujours tout gardé. J'ai toujours été méticuleuse avec la paperasse. Ma mère m'a appris « Garde tout, ma fille. On ne sait jamais quand on en aura besoin. » J'ai pris une vieille calculatrice. J'ai commencé à additionner. Les mensualités du terrain pendant 15 ans. La construction de la maison. Les matériaux. La main-d'œuvre des maçons. La rénovation de la salle de bain. La peinture. Le nouveau carrelage de la cuisine. Le toit, le portail, le mur d'enceinte. Le total m'a effrayée. C'était énormément d'argent. Beaucoup de travail accumulé. Beaucoup de vie dédiée exclusivement à cette maison. Ensuite, j'ai calculé tout ce que j'ai dépensé pour Julien. École privée, uniforme chaque année, fournitures scolaires, l'université, les frais de scolarité pendant 5 ans, les livres coûteux, les transports, la nourriture, les vêtements, tout. J'ai tout noté dans un carnet neuf, avec ma plus belle écriture. Date, valeur exacte en francs, puis en euros. Référence au reçu correspondant. J'ai pris l'acte notarié qui montrait le transfert frauduleux de la maison. Je l'ai mis comme premier document de la pile. J'ai pris le vieux carnet où je notais les humiliations. J'ai tout relu. Chaque date, chaque phrase blessante, chaque manque de respect. Il y avait des mois de registres détaillés là-dedans. J'ai tout organisé dans des pochettes transparentes. Une pochette pour les documents de la maison. Une pochette pour les dépenses de Julien. Une pochette pour le registre des humiliations. Une pochette pour la preuve de la fraude. J'ai tout rangé dans un sac en toile résistant. Je l'ai fermé avec soin. Je me suis assise sur le lit à regarder ce sac. Là-dedans, il y avait ma vie entière. Il y avait ma défense. Il y avait mon arme. J'ai pris le téléphone. J'ai appelé tante Madeleine. Je lui ai demandé si elle se souvenait du nom de l'avocat qui avait aidé Madame Colette quand son fils avait essayé de lui prendre son appartement. Madeleine s'en souvenait.
Elle m'a donné le numéro. Je l'ai noté sur un petit papier. Je l'ai mis dans mon sac. Le lendemain, très tôt le matin, j'ai appelé l'avocat. Une secrétaire a répondu. Je lui ai expliqué brièvement la situation. Elle m'a dit qu'il ne recevait que sur rendez-vous. Elle m'a demandé si c'était urgent. J'ai dit « C'est urgent. On m'a volé ma maison. » Elle m'a passé l'avocat immédiatement. Un homme à la voix ferme a répondu. Il m'a demandé mon nom. Il m'a demandé ce qui s'était passé. Je le lui ai raconté brièvement. Il est resté silencieux quelques secondes. Puis, il a dit « Madame, avez-vous les documents originaux de la maison ?» Je lui ai dit que j'avais tout. 30 ans de reçus conservés. Il a dit « Venez demain à 9 heures pile. Apportez tout ce que vous avez. » J'ai raccroché. J'ai regardé le sac avec les documents. J'ai pris une grande inspiration. Maintenant, ça avait vraiment commencé. Je suis arrivé à son cabinet à 8h45. Je ne voulais arriver en retard pour rien au monde. La secrétaire à l'accueil m'a offert un café. J'ai accepté. Ma main tremblait légèrement en tenant la tasse. Maître Dubreuil m'a appelé à 9 heures pile. C'était un homme d'une 50aine d'années. Cheveux grisonnants, impeccables. Il avait un regard sérieux, mais pas dur. Je me suis assise en face de lui. J'ai posé le sac avec les documents sur son bureau. Il a demandé « Madame, voulez-vous me raconter exactement ce qui s'est passé ?» Je lui ai tout raconté, depuis le début. Mon veuvage, le dur labeur pour payer la maison. Julien, son mariage, l'arrivée d'Élodie, les humiliations quotidiennes, la procuration, la fraude, l'humiliation publique à ma fête d'anniversaire. Il a écouté attentivement sans m'interrompre une seule fois. Il prenait des notes sur son bloc. Quand j'ai fini, il a dit « Madame, avez-vous apporté les documents ?» J'ai ouvert le sac, j'ai sorti les pochettes organisées. Je les ai posées sur le bureau une par une. Il a pris la première pochette, celle de la maison. Il a commencé à la feuilleter doucement. Il regardait chaque reçu, chaque facture. Il faisait des calculs rapides avec sa calculatrice. Il a passé une demi-heure juste à vérifier ses papiers en silence. Je suis restée immobile, en attente. Quand il a fini, il a levé la tête et m'a regardé dans les yeux. « Madame, vous avez gardé tout cela pendant 30 ans ?» Je lui ai dit « Ma mère m'a bien appris. Elle disait que le papier est la seule chose qui compte. » Il a souri légèrement. C'était la première fois que je le voyais sourire. Il a pris la pochette de la fraude. Il a lu l'acte de propriété. Il a lu la copie de la procuration. Il a comparé les dates attentivement. Il a fait d'autres annotations. Puis il a dit « Madame Thérèse, ce qu'ils vous ont fait est un délit grave. Cela s'appelle abus de faiblesse, et faux et usage de faux. Votre fils a utilisé une procuration pour effectuer un transfert immobilier frauduleux. Cela mène à la prison. » J'ai senti mon estomac se nouer. Prison. Mon fils en prison. Il a vu mon expression d'angoisse et a continué. « Mais vous n'êtes pas obligé de porter plainte au pénal si vous ne le voulez pas. Nous pouvons agir seulement au civil, annuler le transfert, récupérer la propriété de la maison et demander des dommages et intérêts pour préjudice moral à cause des humiliations. » J'ai demandé « Préjudice moral ?» Il a pris le carnet où je notais les abus. Il a lu quelques pages au hasard. Son visage est devenu de plus en plus sérieux. « Vous avez ici des mois de registres détaillés, dates, faits concrets, témoins oculaires. Cela vaut de l'or dans un procès. Cela démontre un modèle systématique de violence psychologique. » Il a fermé le carnet fermement. Il m'a regardé. « Je vais être direct avec vous. La maison revient à votre nom, sans aucun doute. La procuration a été utilisée à une fin différente de celle que vous aviez autorisée. Elle est nulle. De plus, vous avez la preuve irréfutable que vous avez tout payé seul. Votre fils et votre belle-fille n'ont pas contribué d'un centime. Ils devront restituer le bien. » J'ai senti un soulagement si grand que j'ai failli pleurer là, devant lui. Mais il a continué. « Maintenant, il y a une autre question. Je dois enquêter plus en profondeur, mais s'ils ont transféré la maison à leur nom, ils l'ont probablement fait en pensant en faire quelque chose. Laissez-moi faire une vérification rapide ici. » Il a commencé à taper sur son ordinateur. Il a cliqué plusieurs fois. Il a attendu. Il a tapé de nouveau. Son expression a changé radicalement.
Thérèse, votre fils a tenté de demander un prêt hypothécaire en utilisant la maison comme garantie. Il a demandé 80 000 €. La banque analyse encore le dossier. Ils n'ont pas encore débloqué l'argent, mais la demande est active dans le système. J'ai senti mon cœur s'emballer. 80 000 € en utilisant ma maison. Il a continué. Si ce prêt est approuvé et qu'il dépense l'argent, ce sera beaucoup plus difficile à résoudre. Vous avez eu beaucoup de chance de venir aujourd'hui. Nous allons demander une ordonnance de référé aujourd'hui même pour bloquer tout mouvement sur les registres immobiliers. J'ai demandé « Qu'est-ce qu'un référé ?» C'est une décision rapide du juge. Cela les empêche de vendre, de louer ou d'hypothéquer la maison. Cela fonctionne comme un frein d'urgence juridique. Il a pris un bloc-notes. Il a commencé à écrire un plan. Je vais monter une stratégie sur 3 fronts. Premier, juridique. Nous déposons l'action en nullité du transfert, la demande de dommages et intérêts et la saisie conservatoire pour protéger la propriété. Je dépose cela aujourd'hui même. Il a fait une pause. Deuxième front, social. Vous aurez besoin de témoins solides. Y a-t-il quelqu'un qui a assisté aux humiliations? Des voisins? De la famille? J'ai réfléchi. Madame Colette, ma voisine, Monsieur Bernard, ma sœur, tante Madeleine. Ils ont vu beaucoup de choses. Il a noté les noms. Je leur parlerai. Je leur demanderai de faire une attestation sur l'honneur écrite. Et le troisième front? Il m'a regardé sérieusement. L'émotionnel. Vous allez devoir affronter votre fils face à face. Vous devrez être ferme comme un roc. Il essaiera de vous convaincre d'abandonner. Il pleurera. Il demandera pardon. Il dira que tout était la faute de sa femme. Vous devez être préparé à résister à tout cela. Je suis restée silencieuse. J'ai pensé à Julien petit, au Julien que j'ai élevé avec tant d'amour, au Julien qui m'embrassait, au Julien qui me disait qu'il m'aimait. Mais j'ai pensé aussi au Julien qui est resté silencieux quand Élodie m'a humiliée, au Julien qui m'a volé ma maison en traître, au Julien qui voulait me jeter à la rue. J'ai regardé Maître Dubreuil dans les yeux. Je suis prête. Il a hoché la tête avec approbation. Alors commençons. Cela prendra 3 ou 4 mois pour le jugement définitif. Mais l'ordonnance de référé sort dans quelques jours. La maison reste blindée pendant que le procès avance. Je me suis levée de la chaise. Je lui ai serré la main avec force. Quand je suis sortie de son cabinet, le soleil brillait fort. J'ai pris une grande inspiration. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti que tout irait bien. J'avais un plan solide. J'avais des preuves accablantes. J'avais un allié puissant. Et j'allais récupérer ma maison. 5 jours ont passé depuis la réunion avec Maître Dubreuil. Il m'a appelé mardi pour me dire que le juge avait accordé l'ordonnance. La maison était bloquée légalement. Julien et Élodie ne pouvaient plus rien faire. Il m'a aussi dit qu'il avait déjà parlé avec Madame Colette, avec Monsieur Bernard et avec tante Madeleine. Tous les 3 ont fait leurs attestations écrites. Ils ont confirmé toutes les humiliations. Ils ont confirmé ce qu'ils ont vu. Ils ont confirmé ce qu'ils ont entendu. Thérèse, tout est prêt. Maintenant, il ne manque plus qu'à déposer l'assignation et à leur notifier. Voulez-vous que j'envoie l'huissier de justice ou voulez-vous le faire vous-même? J'ai réfléchi un instant. Je pouvais laisser l'huissier remettre l'enveloppe. Je pouvais laisser l'avocat tout régler. Mais non, c'était mon affaire. Ce combat était le mien. Je leur parlerai personnellement, mais seulement après que vous ayez déposé les actes au tribunal. Je veux qu'ils sachent que c'est sérieux. Il a été d'accord. Il a dit qu'il déposerait le vendredi, que samedi matin je pourrais leur parler avec la loi de mon côté. J'ai raccroché. J'ai regardé le calendrier au mur. Vendredi était dans 2 jours. J'ai commencé à me préparer mentalement. J'ai ouvert l'armoire. J'ai choisi une tenue simple mais digne. Un pantalon noir, un chemisier blanc repassé, des chaussures plates fermées, pas de talons. Pas de fioritures inutiles. Rien qui me fasse ressembler à une vieille dame fragile. J'ai séparé les documents que j'allais emporter. La copie de l'acte judiciaire, l'ordonnance du juge, certains des reçus principaux, tout dans une pochette transparente. Jeudi, j'ai répété mentalement ce que j'allais leur dire. Je me suis assise sur le lit et j'ai répété mes mots à voix basse, sans crier, sans pleurer, ferme, directe, avec la vérité en main. Je n'allais pas insulter. Je n'allais pas perdre mon calme.
J'allais simplement présenter les faits, montrer les preuves, donner l'avertissement final. J'ai mal dormi la nuit de jeudi à vendredi. Je me suis réveillée plusieurs fois, mais ce n'était pas de la peur, c'était de l'anxiété pure. J'étais prête. Vendredi matin, Maître Dubreuil a appelé tôt. J'ai déposé il y a peu. Le dossier est ouvert. J'ai envoyé une copie par courriel à l'avocat qu'ils nommeront probablement. C'est officiel. Je l'ai remercié. J'ai raccroché. J'ai pris une grande inspiration. Samedi, je me suis réveillée à 7 heures pile. J'ai pris une longue douche. Je me suis habillée calmement. J'ai ramassé mes cheveux en un chignon ordonné. J'ai mis un rouge à lèvres clair. Je me suis regardée dans le miroir. C'était moi. La Thérèse de 70 ans. La Thérèse qui a travaillé une vie entière sans relâche. La Thérèse qui a élevé un fils seul contre le monde. La Thérèse qui ne serait pas jetée comme un vieux meuble. Je suis descendue à la cuisine. Julien et Élodie dormaient encore. C'était samedi. Ils se réveillaient toujours tard le week-end. J'ai fait du café. Je l'ai bu doucement, savourant le moment. J'ai mangé une biscotte. J'ai lavé la vaisselle utilisée. Je l'ai essuyée et rangée. J'ai pris la pochette avec les documents. Je l'ai mise dans mon sac. J'ai entendu du bruit à l'étage. Il se réveillait, la douche qui s'allumait. Je me suis assise sur le canapé du salon. J'ai attendu. Après environ 20 minutes, j'ai entendu les deux descendre l'escalier. Ils discutaient à voix basse. Ils riaient d'une bêtise. Ils sont entrés dans le salon. Quand ils m'ont vue assise là, à attendre, avec mon sac sur les genoux, ils se sont arrêtés net. Julien a demandé « Maman, ça va? Qu'est-ce que tu fais là, si bien habillée ?» Je l'ai regardé. J'ai regardé Élodie. « Asseyez-vous. Nous devons parler. » Élodie s'est assise sur l'autre canapé avec agacement. Julien est resté debout, appuyé contre le mur, les bras croisés. Tous les deux me regardaient avec ce visage confus de quelqu'un qui ne comprend pas ce qui se passe. J'ai ouvert mon sac. J'ai sorti la pochette transparente. Je l'ai posée sur la table basse, avec fermeté. « Vous m'avez volé tous les deux. » Julien a écarquillé les yeux. « Maman, de quoi tu parles? Vous avez utilisé une procuration que j'ai signée de bonne foi pour mettre la maison à votre nom, sans que je le sache, sans mon autorisation. » Élodie a croisé les bras, sur la défensive. « Thérèse, nous avons juste régularisé la situation légale. La maison serait revenue à Julien de toute façon quand madame... » Quand je serai morte. J'ai fini la phrase pour elle. Donc vous étiez pressé que ça arrive? Julien s'est passé une main sur le visage, nerveux. Maman, ce n'est pas ça. Nous voulions juste faciliter les choses. Les impôts, la bureaucratie, ces choses-là sont lourdes. On allait te le dire. Vous alliez me le dire quand? Quand vous auriez encaissé le prêt de 80 000 € en utilisant ma maison comme garantie? Le silence dans la pièce fut immédiat et absolu. Le visage de Julien est devenu blanc comme un linge. Élodie l'a regardé avec panique. Puis elle m'a regardé. « Comment sais-tu ça ?» J'ai pris la première feuille de la pochette. L'acte notarié montrant le transfert illégal. Je l'ai posé sur la table. Je suis allé au cadastre. J'ai vu que la maison n'était plus à mon nom. Elle était à votre nom à tous les deux. J'ai pris la deuxième feuille, la copie de la procuration que j'avais signée. Cette procuration que j'ai signée, c'était pour que vous régliez la question de la taxe foncière. C'est ce que Julien m'a dit en me regardant dans les yeux. Mais vous l'avez utilisée pour me voler. Julien a essayé de bafouiller. « Maman, je peux t'expliquer. Explique-moi alors. Explique-moi comment tu as eu le courage de me regarder en face et de me mentir. Explique-moi comment tu es resté silencieux quand ta femme m'a humilié devant toute la famille à mon anniversaire. Explique-moi comment tu avais l'intention de me jeter hors de ma propre maison. » Il a baissé la tête de honte. Il est resté silencieux. Élodie s'est levée furieuse. « Écoute, Thérèse, nous n'avons rien fait de mal. La maison allait être à Julien de toute façon. Nous avons juste anticipé les délais. » J'ai pris une autre feuille, le reçu de la demande de prêt à la banque. Anticiper pourquoi? Pour prendre 80 000 € dans mon dos? À quoi allait vous servir cet argent? Elle n'a pas répondu. Elle a croisé les bras encore plus fort, avec défi.
J'ai commencé à sortir les autres documents de la pochette, un par un, sans aucune hâte. Ceux-ci sont les reçus des mensualités de la maison. 30 ans de paiement, moi toute seule, en cousant les vêtements des autres, en lavant des sols, avec le mal de dos chronique, avec les mains enflées par le travail. J'ai éparpillé les reçus sur la table pour montrer le volume. Celui-ci est de la construction initiale. Celui-ci est de la rénovation de la salle de bain. Celui-ci est de la toiture neuve qui n'avait pas de fuite jusqu'à ce que vous arriviez. Celui-ci est du portail. Chaque brique de cette maison a été payée avec ma sueur. Julien a regardé les papiers éparpillés. Il n'a rien dit. J'ai pris l'autre pochette. Et ceux-ci sont les reçus de tout ce que j'ai dépensé pour toi, Julien. École privée, uniforme neuf, matériel, l'université, 5 ans de frais scolarité, livres, transport, nourriture, vêtements de marque, tout. J'ai mis ces reçus par-dessus les autres, faisant une montagne de papier. J'ai fait les calculs. En additionnant la valeur de la maison et tout ce que j'ai investi sur toi, on arrive à plus de 400 000 € actuels. Une fortune que j'ai travaillé pour rassembler centime après centime. Sa voix est sortie comme un murmure. « Maman, je sais que tu as beaucoup travaillé. Je te suis reconnaissant. » « Reconnaissant ?» Je l'ai coupé sèchement. « Tu as montré ta gratitude en me volant ma maison? En restant silencieux pendant que ta femme me traitait comme une bonne dans ma propre maison ?» J'ai sorti le vieux carnet, celui des notes douloureuses. J'ai tout noté. Chaque humiliation, chaque manque de respect. Tout est écrit ici, avec la date, avec l'heure, avec ce qui a été dit exactement, avec qui était présent. J'ai ouvert le carnet à une page marquée. J'ai lu à voix haute et claire. 15 août, dimanche, déjeuner avec la famille d'Élodie. Elle a dit devant tout le monde que mon gratin dauphinois était de la bouillie, que la prochaine fois, elle le ferait. Sa mère a ri. Julien n'a rien dit. J'ai tourné la page. 22 septembre. Élodie a jeté la boîte en bois de mon père à la poubelle. Elle a dit que c'était une vieillerie. Je l'ai reprise de la poubelle en cachette pour la nettoyer. J'ai tourné une autre page. 5 octobre. Ils sont allés au zoo avec ses neveux. Ils ne m'ont pas invité. Julien a dit que j'allais me fatiguer, que j'étais trop vieille pour y aller. Sa voix est sortie tremblante, brisée. « Maman, je n'ai pas fini. » J'ai continué à lire, page après page. Des mois d'humiliation accumulée, d'invisibilité forcée, de douleur silencieuse. Quand j'ai fini, j'ai fermé le carnet d'un coup sec. Je l'ai mis sur la table avec la montagne de papier. Julien pleurait ouvertement. Les larmes coulaient sur son visage sans contrôle. Élodie avait le visage durci, les bras toujours croisés. Mais je l'ai vue. J'ai vu la nervosité dans ses yeux. J'ai vu qu'elle savait parfaitement qu'elle avait perdu la partie. J'ai sorti la dernière feuille de la pochette, la copie tamponnée de l'acte judiciaire. Hier, j'ai déposé une action en justice au tribunal, demandant l'annulation du transfert frauduleux de la maison, demandant des dommages et intérêts pour les humiliations subies, et exigeant que vous restituiez la maison à mon nom immédiatement. J'ai posé le papier légal sur la table, par-dessus tout. Le juge a déjà émis une ordonnance de référé. La maison est sous saisie conservatoire. Vous ne pouvez pas la vendre, vous ne pouvez pas la louer, vous ne pouvez pas l'hypothéquer ni demander de prêt dessus, vous ne pouvez rien faire. Élodie a explosé en criant « Tu ne peux pas nous faire ça, la maison est à nous !» Je l'ai regardée, calme, ferme comme jamais auparavant. La maison n'a jamais été à vous, la maison est à moi, je l'ai payée, je l'ai construite, je l'ai rénovée, et je vais la récupérer, quoi qu'il en coûte. Julien est tombé à genoux devant moi. Il m'a attrapé les mains, désespéré. « Maman, s'il te plaît, pardonne-moi, j'ai eu tort, j'ai eu tout faux, mais s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut en parler, on peut régler ça entre nous. » J'ai retiré mes mains des siennes, lentement. « Régler ça comment, Julien? En rendant la maison gentiment? En demandant pardon pour m'avoir humilié? En admettant devant un juge que vous m'avez volé ?» Il a hoché la tête, pleurant comme un enfant. « Oui, tout. Ce que tu voudras. Juste, ne nous emmène pas au tribunal. Je t'en prie. » J'ai regardé mon fils, l'homme que j'ai élevé, l'homme que j'ai aimé plus que tout dans cette vie,
et j'ai ressenti une tristesse profonde, infinie. Parce que je l'avais perdu, pas maintenant. Je l'avais perdu il y a longtemps, le jour où il a choisi de se taire, le jour où il a choisi de me mentir, le jour où il a choisi de me trahir. Je me suis levée de la chaise. J'ai pris mon sac. J'ai remis mes documents dedans calmement. J'ai regardé Élodie, qui était pâle. Puis j'ai regardé Julien, toujours agenouillé par terre, pathétique. « Vous avez 15 jours pour quitter ma maison. L'avocat vous enverra la notification officielle d'expulsion. Mais je vous préviens maintenant. Partez. Prenez vos affaires et disparaissez d'ici. » Élodie a crié de manière hystérique. « Tu ne peux pas nous jeter à la rue. »« Si, je peux, et je vais le faire. La maison est à moi, elle l'a toujours été, et elle le sera toujours. » J'ai marché jusqu'à la porte du salon. Je me suis arrêtée. J'ai regardé en arrière une dernière fois. Vous m'avez appris une leçon précieuse. Vous m'avez appris que je suis plus forte que je ne l'imaginais. Vous m'avez appris que je ne dois accepter de manque de respect de personne. Même pas de mon propre fils. Je suis sortie du salon. J'ai traversé la cuisine. J'ai ouvert la porte arrière. Je suis sortie dans le jardin. Le soleil brillait fort. Le ciel était bleu et dégagé. Le vent soufflait léger. J'ai pris une grande inspiration. Pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie vraiment libre. Le procès a duré 3 mois. Maître Dubreuil avait raison. La maison est revenue à mon nom. Le transfert a été annulé par la justice. Le juge a déclaré dans le verdict qu'il y avait eu usage frauduleux de procuration et abus de confiance dans le cadre familial. Julien et Élodie ont été condamnés à me payer une forte somme pour préjudice moral. En plusieurs fois. Ils mettront des années à finir de me payer, mais ils paieront jusqu'au dernier centime. Ils ont quitté la maison 2 semaines après avoir reçu la notification. Ils ont loué un appartement minuscule à l'autre bout de la ville. Élodie ne me parle plus. Elle a bloqué mon numéro de téléphone. Elle a dit à toute la famille que je suis une vieille ingrate et amère, que j'ai chassé mon propre fils de chez lui. Certaines personnes l'ont cru, sa mère, sa sœur, certains cousins éloignés qui ne savent de rien. Mais la majorité de la famille est restée de mon côté. Tante Madeleine, les voisins, mes amis de la paroisse, tous ceux qui connaissaient ma véritable histoire, tous ceux qui ont vu combien j'ai travaillé. Julien a essayé de me parler quelquefois après tout ça. Il m'a envoyé des messages. Il m'a appelé. Il s'est présenté à la porte de la maison un jour. Je l'ai reçu. Je l'ai laissé entrer un moment. Mais j'ai mis les choses au clair. Je ne lui fais plus confiance. Pas de la manière dont je lui faisais confiance avant. Cela s'est brisé pour toujours. Et il n'y a pas moyen de réparer ça juste avec de simples excuses. Je lui ai dit, si tu veux avoir une quelconque relation avec moi dorénavant, tu devras le prouver. Pas avec de belles paroles, avec des actes, avec le temps, avec un respect réel. Il a été d'accord. Il a dit qu'il ferait tout ça, que ce serait différent cette fois. Je ne sais pas si je le crois tout à fait, mais j'ai laissé la porte entr'ouverte. Je ne l'ai pas fermée définitivement, parce qu'en fin de compte, il reste mon fils. Et une partie de moi aime encore ce petit garçon qu'il a été autrefois, même en sachant que ce petit garçon n'existe plus. Mais j'ai posé des limites fermes et non négociables. Il n'entre plus chez moi sans prévenir. Il ne touche pas à mes affaires. Il ne donne pas d'opinion sur ma vie ou mes décisions. Il n'amène pas Élodie ici. Il ne parle pas d'elle près de moi. Ce sont mes règles, c'est ma maison, c'est ma vie. J'ai rénové la chambre qu'ils utilisaient. Je l'ai peinte d'un jaune clair et joyeux. J'ai acheté un lit simple neuf. J'ai mis une bibliothèque avec des livres. Je l'ai transformée en une vraie chambre d'amis. J'ai arrangé le salon aussi. J'ai acheté un canapé neuf et confortable. J'ai changé les rideaux. J'ai raccroché mes photos au mur. Les vieilles photos de l'époque où Henri était vivant. Les photos de quand Julien était enfant et souriait encore avec sincérité. J'ai recommencé à recevoir des visites avec joie. Tante Madeleine vient toutes les semaines. Madame Colette prend le café avec moi tous les mardis sans faute. Les amis de l'église font leur réunion de prière ici chez moi 1 fois par mois. La maison a retrouvé une vie propre. Des rires, des conversations, de l'affection vraie. J'ai recommencé à coudre aussi.
Pas pour vendre par nécessité, juste pour le pur plaisir. Je fais des vêtements pour les petits-enfants de la voisine. Je recous des boutons. Je fais des ourlets de pantalon. Les gens me remercient. Ils me respectent. L'autre jour, Madame Colette m'a dit « Thérèse, tu as l'air différente. Tu as l'air plus légère. » Et elle avait parfaitement raison. Je me sens plus légère, parce que je ne porte plus le poids de ceux qui ne me respectent pas. Je ne porte plus la culpabilité de ceux qui m'utilisent seulement. Je ne porte plus le silence de ceux qui m'humilient. J'ai appris que l'amour ne signifie pas accepter n'importe quoi. Que la famille n'est pas une excuse pour permettre l'abus. Que le respect n'est pas une option. J'ai appris qu'on peut recommencer à n'importe quel âge. À 70 ans, à 80 ans, à 90 ans. Tant qu'il y a de la vie dans le corps, il y a l'opportunité de recommencer. Y a-t-il des jours difficiles? Bien sûr que oui. Il y a des nuits où je pleure en me souvenant de Julien enfant, en me souvenant du Julien que je rêvais qu'il devienne, du Julien qui n'a jamais vraiment existé. Mais ensuite, je regarde autour de moi. Je regarde la maison que j'ai récupérée par ma lutte. Je regarde les amis loyaux qui sont restés. Je regarde la dignité que j'ai reconquise. Et je sais dans mon cœur que j'ai fait ce qu'il fallait. La semaine dernière, la petite fille de Madame Colette est venue ici à la maison. Elle a 7 ans. Elle m'a appelée Mamie Thérèse. Elle m'a demandé de lui apprendre à coudre. Je me suis assise avec elle à la machine. J'ai mis sa petite main sur la mienne. Je lui ai appris le point de base. Elle a souri. Ce sourire authentique d'un enfant. Ce sourire qui n'a pas de malice, qui n'a pas d'arrière-pensée, qui est pure affection et rien d'autre. Et j'ai pensé, c'est ça. C'est à ça que sert la vie. À transmettre ce que nous avons appris. À prendre soin de ceux qui le méritent vraiment. À choisir qui reste près de nous. La famille n'est pas seulement le sang. La famille, c'est qui te respecte, qui prend soin de toi, qui reste quand les choses deviennent difficiles. Si tu passes par une situation similaire, si quelqu'un te manque de respect, t'utilise, t'efface, je veux te dire une chose. Tu n'as pas à accepter ça. Peu importe qui c'est, peu importe le lien du sang, peu importe l'histoire partagée. La dignité n'a pas de prix. Le respect ne se négocie jamais. Et il n'est jamais, jamais trop tard pour recommencer à zéro. J'ai recommencé à 70 ans. Et tu peux le faire aussi. Si cette histoire a touché ton cœur d'une manière ou d'une autre, commente ci-dessous de quelle ville tu nous regardes. Et reste avec moi pour les prochaines vidéos qui apparaîtront à l'écran. Quelqu'un pourrait avoir besoin d'entendre ce message aujourd'hui même.